autonome d'Abidjan une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes dimanche soir et c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Et vous êtes très nombreux à nous suivre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Merci de votre fidélité. À la une de ce numéro ce soir, tout d'abord, ce qui a marqué l'actualité nationale cette semaine, les éboulements qui ont fait plusieurs victimes. Dans la commune de Yopougon, on a enregistré 2 morts, 5 portés disparus et 5 blessés au pronostic vital engagé suite à des pluies diluviennes dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont occasionné l'effondrement de la clôture d'une entreprise en zone industrielle, laquelle s'est écroulée sur des habitations contiguës, des morts de trop. À qui la faute et surtout comment éviter de tels drames? L'un des témoins de la scène est sur ce plateau, on en parle dans la première partie de cette émission. Ce soir également, coup de projecteur sur la démocratie sous nos tropiques. Plus de 60 ans après les indépendances, le continent vit au rythme de coups d'État par endroits et violences électorales dans d'autres. L'Afrique est-elle une mauvaise élève en la matière? Nos spécialistes livreront leurs analyses et justement impossible de convoquer la démocratie en Afrique sans évoquer le Sénégal, où le président de la République vient d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle dans son pays. Une décision qui n'est pas sans bouleversement dans le jeu politique sénégalais. Les cartes étant redistribuées, qui pour remplacer le président Macky Sall en février prochain? Analyse également de nos spécialistes à suivre. Pour la première partie de cette émission, je reçois pour vous chez vous M. Gbatéan. Il est le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Aou Konan, il est le directeur de l'exploitation de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Noël Konan, qui est journaliste d'investigation, membre du consortium des journalistes d'investigation et de la cellule Norbert Zongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Noël. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire, écrivain également. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ali. L'homme aux 1000 images. Merci. Merci d'être là, professeur. Et enfin, nous avons Noël, qui est rescapé et parent de victimes décédées de l'éboulement de Yopougon-Mikao. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous en tout cas. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les pluies diluviennes continuent de faire des victimes dans la commune de Yopougon. Celles survenues dans la nuit de jeudi à vendredi ont occasionné l'effondrement de la clôture d'une entreprise en zone industrielle, laquelle s'est écroulée sur les habitations contiguës, faisant 2 morts, 5 portés disparus et 5 blessés, dont le pronostic vital est engagé. Ils ont été évacués au CHU de Treichville par les services de secours déportés sur les lieux. Je vous propose de suivre ce témoignage de notre reporter Thiemé Dandje et on en parle juste après. Trouver le corps de la petite là qui est venue voir sa maman pour les vacances. Qui peut voir maison en dû et puis on va venir se jeter dans Sikobois. On va faire comment? Vraiment, venez-nous en aide. Vraiment, c'est pas facile. J'essaie de passer la mort gratuite comme ça. J'essaie de passer. Accouchez-moi mes genoux. Je la connais ça. Sa femme et ses 3 enfants figurent parmi les victimes. Il doit, lui, son salut à sa présence au service la nuit du drame. Je travaille à la zone industrielle. J'ai fait la nuit. Étant au travail, il pleuvait. À ma descente, mes collègues m'ont dit que la clôture est tombée sur la maison, que mes enfants sont décédés. Ma femme, elle est couchée à l'hôpital. Ma fille qui passe en 5e, la voilà qui est couchée. Mes 2 enfants, on ne les a pas encore retrouvés. Je vous demande beaucoup pardon. Venez à notre aide. Sur le théâtre, les services de secours et de sécurité se déploient et s'affairent à retrouver des victimes de ce sinistre, en lien avec les pluies diluviennes qui arrosent Abidjan ces derniers jours. Nous avons été confrontés à un effondrement d'un mur suivi d'un glissement de terre, faisant plusieurs victimes, dont 7 blessés légers, 2 décès certains et 5 supposés être emportés par les eaux. À l'heure actuelle, nos hommes sont à la recherche des différentes victimes. En attendant l'aboutissement des recherches, le quartier baptisé d'Eguerpi, une des zones inondables et non habitables d'Eguerpi, puis recolonisée, pleure ses victimes.
Bonne Noël, nous commençons par vous. Vous habitez ce quartier que nous venons de voir dans ce reportage. Vous étiez sur les lieux le jour du drame? Justement, j'étais sur les lieux. Comment les choses se sont produites? Expliquez-nous. Merci beaucoup. Dieu merci que Jésus sur ce plateau-là aujourd'hui. On sait que vous êtes étreint par l'émotion, mais essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai dit Dieu merci aujourd'hui que Jésus sur ce plateau aujourd'hui. Dieu merci. Tout ce que vous venez de montrer, c'est la réalité. Et vraiment, il y a eu des morts. Vous habitez le quartier avec votre famille? J'habite le quartier et c'est dans ma maison, tout s'est passé. D'accord. Vous habitez avec votre femme et vos enfants? Combien d'enfants? 5 enfants. 5 enfants? Oui. Vous avez eu la chance, aucun des enfants n'est touché? Non. D'accord, mais vos voisins, il y en a d'autres qui ont vu leurs enfants malheureusement être emportés dans ce drame? Oui. Mais bon, moi, j'ai vu, la maison a été touchée. Mais il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessures. Mais les maisons que j'ai construites en face de moi, que les gens habitaient, il y a eu des morts dedans. Pratiquement, je vous donne exactement les morts. Il y a eu 9 morts et 5 retrouvés, 4 disparus. Bon, s'ils sont disparus, pour l'instant, on n'a pas la certitude qu'ils sont morts. Les recherches se poursuivent. Oui. C'est cela. Donc, on garde encore espoir de ce qu'ils peuvent être retrouvés vivants. On l'espère en tout cas. Monsieur le directeur de cabinet, quand on est directeur de cabinet au ministère de la Construction, face à un tel drame, c'est quoi la première réaction? Je voudrais vous remercier d'entrée de jeu pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer face à cette situation. Je vous en prie. La première réaction qu'on a, c'est l'indignation. Et en même temps, je voudrais, au nom du ministre Bruno Nabagné-Koné, m'incliner devant la mémoire de ces victimes et exprimer toute la compassion des membres du gouvernement à l'endroit des victimes de ces catastrophes. On pourrait aller dans le détail sur les raisons de telles situations, mais premièrement, la première réaction, on est fortement touché par tous ces témoignages. Bien sûr. Est-ce que cette zone avait été déjà au préalable décrite, indiquée, désignée comme une zone à risque? Alors, quand on suit le reportage, on voit qu'effectivement, la zone avait été identifiée et décrite comme une zone à risque. Plusieurs fois identifiée par nos services, par les services gouvernementaux en charge de l'assainissement, l'ONPC et d'autres services qui regardent ces questions. Malheureusement, pour des raisons qu'on peut comprendre qui sont des contraintes budgétaires, certaines familles défavorisées ou à revenus faibles vont habiter dans ces zones. Et c'est des zones critiques qui sont exposées à ces différents risques, effectivement. Donc, c'est des sites qui ont été déguerpis avant et souvent recolonisés pour les raisons que je viens d'évoquer. Noël? Bon, Ali, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances aux familles, enfin aux personnes disparues, et souhaiter prompt rétablissement aux personnes blessées. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a l'impression que chaque année, en saison des pluies, malgré les sensibilisations faites par le ministère de la Construction, y compris le ministère de la Salubrité aussi, à travers l'ONAT. Exactement. Malgré toutes ces sensibilisations, on constate qu'il y a toujours des victimes à chaque saison des pluies. Moi, je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vaincre ce signe indien. Est-ce que c'est un effet de laxisme de la part du ministère, enfin des ministères concernés? De la force publique? De la force publique, parce que jusqu'à ce que je sache, force reste toujours à la loi. Pourquoi est-ce que ces personnes que vous chassez arrivent toujours à coloniser ces mêmes endroits à risque? Est-ce qu'on est impuissant? C'est ça la question en fait. Est-ce que du côté de l'État, des zones qui sont indiquées zones à risque, où les populations sont censées ne pas habiter, elles s'en vont souvent, après elles reviennent, elles recolonisent ces endroits. Est-ce qu'on est impuissant face à ce phénomène? Alors, je ne peux pas dire qu'on est impuissant. Les capacités
de la force publique ne sont pas illimités pour poster des agents régulièrement sur ces différents sites. Ce qui fait qu'après avoir identifié ces sites sont recolonisés. Et quand on regarde la période de recolonisation de ces sites, c'est dans les périodes où on n'a pas de risque majeur, notamment, ce n'est pas des périodes de forte pluie. Donc les populations se disent que ça ne va pas arriver. Ce qu'on a décidé pour corriger cette situation, c'est de mettre en place un programme de surveillance de ces zones à risque pour qu'on ne puisse plus avoir de recolonisation de ces sites. Ça va demander d'importants moyens au niveau du gouvernement, mais ces moyens seront mis en œuvre pour ne pas qu'on vive ce genre de drame. On peut regarder, c'est un peu comme les démolitions que nous faisons dans cette période de pluie. Les populations qui sont, entre guillemets, victimes de ces démolitions ne comprennent pas tout de suite, donc pensent tout de suite à leurs bâtis qui sont détruits, bien qu'étant sur le passage de l'eau. On est souvent pris à partie par ces populations, mais si on ne démolit pas, on a ce genre de drame. Donc c'est pour éviter ces genres de situations que vous allez voir que dans les jours à venir, d'importantes libérations d'emprises, de démolitions seront réalisées pour qu'on ne puisse plus connaître ce genre de situation. D'accord. Monsieur Aoukonan, vous qui êtes le directeur de l'exploitation au niveau de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, qui répond du ministère de la Salubrité, quelles sont les initiatives que vous avez prises depuis les drames antérieurs pour éviter qu'un tel drame se produise? Ok, merci, M. Koulibaly. M. Diarra-Souba. M. Diarra-Souba, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je voudrais, à la suite de M. Gba, avant tout propos, au nom du ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, et de M. Amara Sanogo, directeur général de l'ONAD, adresser toute ma compassion aux victimes, ainsi qu'à leurs familles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'ONAD, c'est la structure opérationnelle qui a été créée pour mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'assainissement. C'est cela. Alors, ce qui se passe là, les glissements des terrains et les effondrements des murs dus aux écoulements des eaux qui créent des victimes, ce n'est pas vraiment des problèmes d'assainissement ni de drainage. Voilà, c'est-à-dire... Ce sont des questions plutôt transversales, non? Elles concernent évidemment le ministère de la Construction, mais vous êtes un peu concerné. Voilà, tout de même. Oui, bien sûr, d'accord. Maintenant, au niveau du ministère de l'Assainissement, depuis quelques années, chaque année, il y a des sites à risque qui sont identifiés en lien avec tous les services compétents, notamment l'ONPC et les directions techniques des mairies. Et ces sites sont identifiés et des déguerpissements sont opérés. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, les populations reviennent coloniser ces sites. Mais je pense que malgré les déguerpissements parfois de force et la sensibilisation, les sites sont recolonisés. Bon, d'accord, l'État a la responsabilité de la sécurité de toute la population. Et de la préservation des vies. Voilà, mais en même temps, je voudrais dire que tous autant que nous sommes, le premier responsable de notre sécurité ou bien même de notre survie, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on vous a dit qu'il y a un site qui est dangereux et qu'on vous fait partie de là et que vous revenez, je pense que vous-même, vous vous exposez au risque. Et comme l'a dit M. Gba, la force publique n'a pas les moyens illimités pour positionner des agents de surveillance derrière chaque personne. Donc, du coup, je veux dire, ça devient une tâche assez colossale de se retrouver à chaque fois à déguerpir les gens qui reviennent soit coloniser et recoloniser les mêmes sites ou se déplacer vers d'autres sites autant aussi dangereux ou parfois plus dangereux. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y, oui. M. Gba. À la suite de M. Konan, je voudrais rassurer les personnes qui sont dans ces zones à risque que cette année même, des échanges sont faits au niveau du gouvernement de sorte à discuter de la possibilité de leur recasement. Donc, une fois qu'une zone aura été identifiée, nous allons travailler avec les différentes directions techniques des mairies pour recaser ces populations. Donc, qu'elles acceptent le temps de gérer cette crise, de partir sur les sites de recasement
et après on pourra voir des conditions de relogement durable. Mais Ces sites de recasement ont-ils déjà été identifiés? Oui. Et est-ce qu'ils sont prêts à les accueillir? Alors, ces sites de recasement ont déjà été identifiés. Des travaux d'aménagement de ces sites sont en train d'être faits pour pouvoir accueillir ces populations. Mais dans l'urgence, c'est une question de vie ou de mort. Là où on parle, c'est de pouvoir libérer ces sites et d'accepter d'aller dans ces sites de recasement. On a géré un peu la crise au niveau de Grand Bassam, où des populations ont été déguerpies. En raison des inondations? En raison des inondations. Elles ne sont pas tout de suite parties dans le site qui avait été identifié pour leur recasement, mais à la longue, elles ont compris et elles sont en train de regagner ces différents sites. Donc c'est vraiment un appel aux populations de ces zones-là qu'il y a vraiment danger, il faut regarder. Très bien. Professeur Dion, réaction? Déjà, repos éternel pour nos disparus. Et dire que, vous voyez, dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est les pluies, c'est les tornades, c'est les intempéries. Ça, ce n'est pas le fait du gouvernement. Mais ce qui dépend de nous, ce sont les infrastructures qu'on propose aux Ivoiriens. Ce qui dépend de nous, c'est la politique sociale. C'est quand on leur demande de partir, ils vont où? Ils vont comment? Comment ils vivent le temps que les choses s'arrangent. Parfois, ils sont à proximité de leur lieu de travail. Donc, cela fait qu'ils n'ont même pas à payer un rond pour se déplacer, aller au boulot. Mais si on les recase loin de leur lieu de travail, ça pose encore un autre problème en termes de transport et de tout cela. Ce qui dépend de nous, c'est aussi notre solidarité. Devant les images qu'on vient de voir, il faut vraiment, et je pense que cela est fait ou est en train d'être fait, il faut qu'on soit solidaire de nos compatriotes qui sont dans cette situation. Ils n'ont pas choisi cette situation. Ce sont des contingences. Des ministres sortiront un jour de ces enfants-là qui sont rescapés de ces drames. Mais nous devons les soutenir, nous devons être solidaires. Et vraiment, je souhaite qu'il y ait cette grande solidarité au niveau des Ivoiriens pour que nous puissions supporter cette épreuve-là, qui est une épreuve qui concerne tout le monde. Bon Noël, aujourd'hui, votre maison a totalement été anéantie, selon ce qu'on a vu dans le reportage et selon votre témoignage. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Bon, je vous remercie. Vous avez besoin d'aide? C'est justement, on a besoin d'aide. C'est souvent, c'est la pauvreté qui amène certaines personnes dans ces situations. C'est cela. Alors, oui, allez-y. Vous voulez continuer, allez-y. C'est la pauvreté qui amène certaines personnes à s'asseoir dans ces zones à risque, comme le ministre vient de dire. Nous ne sommes pas allés là-bas comme ça. Et l'usine même en question, qu'on parle de ça, est venue nous trouver dans ces lieux. Avant que l'usine va s'installer, nous avons déjà installé, avant que l'usine va venir s'installer. C'est à ce problème que le ministre vient de dire, c'est l'aide. Comment il faut faire? Il faut que les petits enfants quittent dans la souffrance. Les droits ne sont pas la même chose. C'est ça qui nous a amenés là-bas. C'est l'aide. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a un dispositif de prise en charge qui est prévu, outre le projet qui vise à les recaser, à recaser toutes les populations vivant dans les zones à risque? Est-ce que pour cette situation ponctuelle qui s'est produite dans la nuit de jeudi à vendredi, est-ce qu'il y a un mécanisme de prise en charge qui a été mis en œuvre en vue de les soulager un tout petit peu de ce drame? Alors, effectivement, il y a un dispositif de prise en charge qui est prévu. Nous nous sommes retrouvés sous la direction du Premier ministre la semaine dernière, qui a donné des instructions fermes au ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité pour déployer un programme de crise, donc qui sera validé certainement par le gouvernement cette semaine et donc qui sera porté à votre connaissance. Dans l'intervalle, comme je l'ai dit, avec l'ONPC, il y a des mécanismes de surveillance de ces différentes zones. Comme l'a dit M. Ba,
ce qu'on regarde là tout de suite, c'est comment est-ce qu'on prend en charge les personnes victimes de cette situation. Et sur la question, Madame la ministre en charge de la solidarité a proposé des mesures au gouvernement. Donc elle s'est rendue sur les lieux, on l'a vu également en semaine. Effectivement, elle s'est rendue sur les lieux, mais on a tous convenu que dans l'urgence, donner un sac de riz, 200 000 francs aux populations ne permet pas, dans la période, de pouvoir régler durablement la question. C'est pourquoi une communication au Conseil sera soumise au gouvernement pour pouvoir prendre en charge de façon un peu plus durable ces populations. Ce que je veux dire, c'est dans l'intervalle que le dispositif d'aide se mette en place, qu'on puisse être solidaire, comme l'a dit le professeur Dion, en famille, pour accueillir ces personnes-là, le temps que le gouvernement puisse véritablement venir en aide à ces populations. C'est véritablement des questions de vie ou de mort. On a encore la période de juin. Quand vous regardez les prévisions de la Sodexam, était une période de forte pluie sur le district d'Abidjan. En juillet, on est toujours en zone jaune, mais il est important, on n'est vraiment pas sorti de l'ornière, il est important que ces populations-là, sous notre direction et sous la direction de l'ONPC, puissent déjà quitter ces différents sites. Pour aller où? Pour aller dans les sites de recasement. Je veux dire au niveau des communes. Mais qui ne sont pas encore prêts? Non, je veux dire, les sites de recasement sont prêts au niveau des communes. Moi, je vous donne un cas très simple. Allez-y. Au niveau de Grand Bassam, où nous avons été sur les opérations. Lorsque nous avons libéré, c'est-à-dire démoli les bâtis qui étaient sur le passage de l'eau, c'est cela. Les populations étaient invitées à être logées au centre social et certaines dans le centre culturel Jean-Baptiste Mouquet. Ce que les populations nous ont rétorqué, c'est que dans la foulée, elles ne pouvaient pas quitter, entre guillemets, le petit confort qu'elles avaient pour aller tout de suite dans ces sites. C'est pourquoi j'en appelle à la compréhension de nos populations. Face aux moyens limités, la commune de Grand Bassam a pu loger certaines personnes dans des hôtels. Ce n'étaient pas des hôtels 5 étoiles, mais c'est juste le temps de leur relogement. Les moyens étant limités, d'autres ont été conduits dans le centre social. C'est pourquoi je dis, des sites de relogement dans l'urgence sont prévus. Il faut accepter de faire le sacrifice pour l'instant, le temps de trouver... Dans le cas de ce quartier précisément, vu que c'est lui qui nous sert d'exemple ce soir, est-ce qu'un site de recasement est prévu dans leur commune? Alors, pour dire vrai, nous n'avons pas eu le détail concernant la prise en charge des personnes qui sont sur le site de Yopougon. Donc, nous allons, dès la fin de cette émission, entrer en contact avec la mairie de Yopougon et l'ONPC pour voir les dispositions qui sont prises en charge, qui sont déjà prévues. Moi, je vais rentrer en contact avec lui et déjà voir ce qu'au niveau du ministère en charge de la construction, nous pourrons faire dans l'urgence pour cette famille. D'accord. Noël Conan? Alors moi, monsieur le DICAP, sur les images qui sont passées tout à l'heure, je constate qu'il y a une zone industrielle qui est construite et puis il y a des habitations qui se trouvent à côté de cette zone industrielle. Est-ce que cette cohabitation-là est possible? C'est-à-dire une construction industrielle qui cohabite avec une zone d'habitation. Comment cela est-il possible? Une zone d'habitation qui, de plus, est une zone à risque. Voilà. Alors, dans la planification urbaine, ce n'est pas des choses qui sont possibles. Mais comme on l'a dit, c'est des populations qui, faute de moyens, vont coloniser un certain nombre de sites. Il a dit, M. Ba, dans son intervention, que l'usine est venue les trouver là. Ça ne veut pas dire que là où ils étaient, ce n'était pas une zone à risque. Dans la planification, on peut dire, disons dans 3-4 ans, ici c'est une zone industrielle. Et on définit autour de la zone industrielle des zones, par exemple, où on ne peut pas habiter tout de suite. Il appartient souvent à l'entreprise de pouvoir aménager un certain nombre de sites pour ses employés. Donc on peut avoir cette petite cohabitation. Mais dans la planification, il n'est pas possible que nous prévoyions dans nos outils de planification urbaine des habitats de ce type. Mais c'est les conditions de vie de ces populations-là qui les poussent souvent à coloniser un certain nombre de sites. Et ce n'est pas seulement le cas de Yopougon. Tous les sites à risque ont été déjà identifiés dans la zone d'Abidjan
Bingerville, à Niama, à Tekoubé, ainsi de suite, ont déjà été identifiés. Et comme je l'ai dit, des actions sont prises pour pouvoir reloger ces populations. Oui, mais monsieur le DICAP, j'insiste parce que ce n'est pas ce seul cas que moi j'ai eu à voir. Il existe certains quartiers d'Abidjan ou certaines communes où c'est des zones d'habitation, mais il y a des zones industrielles qui ont été construites dans ces zones d'habitation. Et je me suis toujours demandé comment cela est possible. Comment une zone industrielle peut cohabiter avec une zone d'habitation? Alors, les personnes qui peuvent répondre de façon très précise sur la question, c'est le ministère en charge de l'industrie. Mais nous, en tant que planificateurs urbains, ce qu'on exige pour pouvoir assurer cette cohabitation, c'est les études d'impact environnemental et social. Il peut arriver qu'une industrie ne soit pas très polluante ou mettre en place des mécanismes de dépollution qui font en sorte que les populations peuvent vivre dans les environs. Mais je le dis, le ministère en charge de l'industrie pourra aller dans le détail sur ces questions. Notre rôle, c'est de nous assurer qu'on ait une cohérence en matière d'urbanisme au niveau d'Abidjan. Quand on installe une industrie, il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, il y a des conditions de transport du personnel qui travaille dans ces industries. Donc il peut arriver qu'on puisse prévoir à proximité de certaines industries des zones d'habitation. Très bien. Monsieur Conan Aou, oui. Au-delà de cette situation qui est survenue à Yopougon, notamment, qui a vu cet éboulement qui a occasionné des morts, de façon générale, dans la ville d'Abidjan, par le passé, en pareille saison de pluie, il y a des zones qui sont réputées pour être inondées. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, est-ce que les choses vont dans le bon sens? Merci. Je pourrais répondre tout de suite sans hésiter, oui. Pourquoi? Parce que vous avez des éléments factuels? Oui, parce que c'est vrai que les infrastructures, la réalisation des infrastructures demande beaucoup de moyens à l'État. Mais je veux dire, les infrastructures sont réalisées progressivement. Je peux vous donner un exemple. Au niveau de la Palmeraie, de la rue Ministre. La fameuse rue Ministre? Il y a quelques années, quand il pleuvait, on voyait tous les vidéos des flots d'eau, des torrents d'eau qui dévalaient les rues, qui emportaient des véhicules, et des personnes et tout ça. Mais je pense que depuis cette année ou même un an avant, 2 ans avant, on n'assiste plus à ça parce qu'il y a d'importants travaux de drainage qui ont été réalisés dans cette zone. Je ne dis pas que la Palmeraie est totalement à l'abri des inondations, mais je veux dire, avec les intensités qu'on a vues il y a quelques années, je pense que ça ne pourrait plus arriver. Bien que les problèmes d'inondation sont dus à plusieurs facteurs, dont certains ne dépendent pas de nous, comme l'a dit tout à l'heure le professeur. C'est-à-dire qu'une pluie qui tombe, l'intensité de la pluie, on ne peut pas la prévoir. Donc, il peut arriver que la pluie soit tellement forte qu'elle fait des dégâts, même quand les ouvrages existent. Donc, vraiment, dans cette zone-là, de la Palmeraie jusqu'à Labra, je pense que ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de ce genre de problème. Voilà. Mais, je veux dire, la mise en œuvre continue. Parce qu'en 2018, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle le schéma directeur d'assainissement et du drainage, dont la mise en œuvre permet d'améliorer la situation en matière d'assainissement et de drainage. Mais cette mise en œuvre-là demande beaucoup de moyens. Et donc, l'État est à la recherche de ces moyens-là progressivement. Et donc, les ouvrages également se réalisent progressivement. Alors, on a beaucoup parlé de facteurs naturels, de facteurs surnaturels. S'il n'y avait pas eu l'effondrement de ce mur, de cette usine, on n'aurait pas eu ce drame. Finalement, quelle est la responsabilité de cette usine dans le drame qui s'est produit? Est-ce qu'ils vont contribuer, par exemple, dans le dédommagement des familles? Comment ça se passe? C'est le directeur de cabinet adjoint. Alors, le maître d'ouvrage, quand on a un ouvrage, le maître d'ouvrage il est responsable de la stabilité de l'ouvrage. Dans le cas d'espèce, si la clôture a cédé, bien entendu, il sera entendu pour définir sa responsabilité dans le drame qui est intervenu. En général, lorsqu'il y a ces situations, la justice se saisit de l'affaire. Donc nous allons regarder avec les services compétents au niveau du ministère de la Justice pour donner suite à cette affaire et voir comment l'indemnisation de ces populations
pourra se faire. Je voudrais rebondir, si vous me permettez. Allez-y, très rapidement. Sur l'intervention de M. Aou, il y a des infrastructures d'assainissement et de drainage qui sont réalisées au niveau d'Abidjan et même dans sa périphérie. Je voudrais en appeler, toujours dans l'élan solidaire, à la responsabilité des populations dans l'entretien de ces ouvrages. Malheureusement, ces ouvrages deviennent des lieux de dépotoir de déchets solides. On trouve même dans ces ouvrages des carcasses de voitures, des pneus usagés. Je trouve que c'est plus pertinent quand on parle avec des exemples à l'appui. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples de ces infrastructures qui sont polluées par les populations? Oui, absolument. Je veux dire, les membres du gouvernement, il y a 2 semaines environ, ont fait une visite à Bassam pour comprendre ce qui s'est passé dans la situation d'inondation au niveau de Bassam. Le facteur majeur qui a été identifié tout de suite, c'était que ces ouvrages d'assainissement étaient obstrués par soit des bâtis précaires ou par des déchets, comme je l'ai dit, des pneus usagés, des carcasses de véhicules. C'est pourquoi des dispositions ont été prises pour libérer totalement ces différentes emprises et ne pas permettre qu'il y ait des ateliers polluants, notamment des garages auto, à proximité de ces ouvrages d'assainissement. On a vu également dans certains quartiers où les populations expliquent qu'il n'y a pas de bac à ordures et eau dans leur quartier. Donc la première zone de dépotoir qu'ils trouvent, c'est les caniveaux. Naturellement, quand le caniveau est obstrué, non seulement ça cause des risques pour les populations environnantes, mais également pour les populations en amont. Les travaux qui ont été engagés suite aux instructions des membres du gouvernement permettront de régler la situation dans l'urgence, permettre que les eaux s'évacuent, mais tant que ces canaux sont obstrués, on aura les mêmes situations. Et pour terminer, pour aller rapidement, en matière d'urbanisme, quand on élabore le plan de lotissement, on définit des zones non habitables. Malheureusement, les populations vont coloniser ces sites parce que pour elles, ce n'est pas encore loti ou font des rajouts. Ça, souvent, ce n'est pas que les populations défavorisées. Il y a des personnes qui sont nanties, qui habitent un certain nombre, enfin, un lot, mais remblait ou occupent souvent le domaine public. Mais peut-être parce que la force publique ne se fait pas suffisamment respecter. Voilà, c'est pourquoi je dis, nous allons prendre toutes les dispositions pour faire des démolitions. Ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur que nous le faisons, mais il y va de l'intérêt de tous. Ces sites qui sont colonisés sur le domaine public seront purement et simplement démolis pour permettre le passage. Très bien. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Conan, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste compléter ce que vient de dire Monsieur Ba au sujet de l'obstruction des ouvrages de drainage par les déchets. Vous avez demandé des exemples. Je crois que même sur l'image que vous avez présentée, il y a des exemples. C'est-à-dire qu'on voit bien un passage d'eau, mais avec des déchets aux alentours. Donc, ces déchets aux alentours-là, s'il pleut, les eaux de ruissellement emportent ces déchets-là et ça obstrue tous les ouvrages en aval. Et lorsque un ouvrage est obstrué, l'eau ne pouvant plus passer, ça déborde et ça inonde les environs. Je pense que ce sujet en appelle d'autres. Certainement qu'on va vous recontacter pour aborder, entre autres, la proximité qu'on ne comprend pas par endroit entre les industriels et les habitations et bien d'autres sujets que vous avez évoqués vous-même ce soir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Noël, un appel que vous lancez avant de partir? Bon, juste pour dire au gouvernement et aux hommes de société, les gens qui sont morts, ils ne peuvent plus revenir. C'est un accident. Mais j'ai dit aux parents de nous aider à enterrer ces personnes qui sont mortes, les disparus. Nous sommes en train de les chercher. Nous sommes en train de les chercher. On ne sait pas quand il faut les trouver. Mais, comme le ministre vient de le dire, le gouvernement ils vont venir à nos aides pour nous soutenir. Mais, comme il vient de le dire pour dire que les zones à risque, il en profite aussi de lui dire que si c'est pour nous aider, il n'a qu'à nous aider. Ce que le gouvernement décide à faire sur ce site, il peut nous aider à leur manière. Mais le drame qui s'est passé, c'est l'usine qui a provoqué ce drame.
Depuis que nous sommes là-bas, on n'a jamais vu ça. D'accord. On vous a bien compris, en tout cas, on note cela et évidemment, les responsables du ministère de la Construction et du ministère de l'Assainissement ont pris bonne note et comme ils l'ont promis, ils vont rentrer en contact avec vous et vos autres voisins qui habitaient ce quartier-là en vue de trouver une solution et une prise en charge. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Batéan, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur Aoukonan, directeur de l'exploitation de l'ONAD. Cher confrère Noël Conan, journaliste d'investigation, Noël, rescapé et parent de victimes décédées de l'éboulement de Yopougon-Mikao. En tout cas, tout à l'heure, NCI, par ma voix, vous fera un petit geste en vue de vous permettre de subvenir à quelques besoins le temps qu'une solution de l'État soit trouvée. Merci à vous, messieurs. Merci. Nous allons passer au deuxième sujet de cette émission avec nos experts qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. On va parler de démocratie en Afrique. Vous le savez, les modèles de démocratie en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Plus de 60 ans après les indépendances, le continent vit au rythme des coups d'État et violences électorales par endroits. L'Afrique est-elle une mauvaise élève en matière de démocratie? Les réponses dans cette chronique de Pierre Dipomelin qu'on va tous commenter ensemble avec nos invités et chroniqueurs, juste après ceci. L'exercice de la démocratie reste encore un défi pour les pays africains en général, plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, où une vague de coups d'État secoue la région. Des gouvernements de transition, notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, peinent à revenir à l'ordre constitutionnel. Au nom d'une souveraineté retrouvée, ces présidents en tenue militaire sont en rupture de banc avec la CEDEAO, qui les a enjoints de passer rapidement le relais aux civils et retourner dans les casernes. La démocratie est un luxe pour les Africains, disait Jacques Chirac, l'ex-président français, une assertion qui a provoqué la controverse. Mais le constat est bien là. Les périodes électorales sont des moments de vive tension sociale. Des affrontements occasionnent des morts en Gambie, en RDC, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, en Centrafrique pour ne citer que ces pays. Oui, l'exercice de la démocratie en Afrique provoque parfois plus de morts qu'une maladie virale. Le continent est-il un mauvais élève? Ce mode de gouvernance est-il adapté aux Africains? La démocratie, un luxe pour l'Afrique. Pour les afro-pessimistes, la sortie de l'ornière n'est pas pour demain. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et pour la seconde partie de cette émission, nous en rejoignons en plateau professeur Mamadou Diouf. Il est historien, directeur de l'Institut d'études africaines à la Columbia University aux États-Unis. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Docteur Eddy Guipier, qu'on retrouve, il est politiste, enseignant-chercheur à l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ali. Merci d'être là. Ifriqiya Kenge, qui est une consoeur journaliste qui nous vient du Congo. Bonsoir, Ifriqiya. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'être là. La seule femme sur ce plateau. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de femme dans ce panel de NCI 360. Merci de changer la donne et changer les statistiques un tout petit peu. Mamadou Mahmad Dimtebaï, bonsoir, cher confrère. Bonsoir. Lui, il est journaliste également, fondateur de la plateforme La Tchad Info. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci d'être là. Nous avons professeur Simplice Dion qui était avec nous depuis le début de cette émission, évidemment, docteur Arthur Banga, qui est historien, spécialiste en défense et sécurité, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonsoir à vous, messieurs. Première question tout de suite. Est-ce que, professeur, vous avez le sentiment que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique? La démocratie, elle est faite pour toutes les sociétés du monde, y compris les Africains. Et les Africains, durant leur histoire, depuis la période coloniale, ont montré qu'ils étaient capables de faire des prouesses démocratiques, c'est-à-dire d'arriver effectivement à se battre pour leurs intérêts dans des cadres qui sont des cadres très bien placés. Je ne donnerai qu'un seul exemple, qui est un exemple ivoirien. Allez-y. Quand Félix Houphouët-Boigny, après la Seconde Guerre mondiale, crée son syndicat et ensuite crée son parti, en fait, le RDA, ils arrivent à gagner les élections dans toutes les colonies de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est les Africains qui ont voté pour eux contre les intérêts, en fait, des colons. Mais depuis, l'Afrique a été émaillée de violences, de crises post-électorales, de scrutins tripatrouillés, de coups d'État.
Donc finalement, on est à se demander si finalement ce modèle de gouvernance est fait pour notre continent. L'apprentissage est difficile pour des raisons qui sont des raisons historiques et des raisons, si vous voulez, culturelles. C'est que l'Afrique est passée, si vous voulez, dans une longue histoire qui est effectivement une histoire de crise. La période coloniale est une période cruciale pour apprendre ce qui s'est passé dans nos sociétés et dans nos pays, parce que cette période a été une période où les Africains n'étaient pas, comme disent les historiens, gouvernés, parce qu'ils n'étaient pas représentés. Ils étaient administrés comme des choses. Et cette manière de les administrer les a aussi placés dans ce qu'on a appelé les carcans ethniques. Et parce qu'on les a gouvernés séparés, quand ils se retrouvent tout seuls, les mécanismes à partir desquels les sociétés africaines sont capables de se gouverner, d'avoir des représentants, d'avoir une société ouverte. Parce que ce ne sont pas seulement les mécanismes juridiques, démocratiques qui sont importants, c'est la capacité d'une société à être une société ouverte et à faire la place à tout le monde. Et c'est cet apprentissage qui est devenu difficile. Deuxième chose importante, c'est le fait que aussi, surtout dans la période dans laquelle nous sommes engagés, ce sont des sociétés qui ont une démographie extraordinaire, avec une extraordinaire présence de la jeunesse, alors que les économies ne peuvent pas offrir des emplois, le système éducatif ne peut pas les gérer, le système de la santé n'offre pas des... Et dans ces conditions, quand on a une gouvernance absolument mauvaise, ce qui a caractérisé les sociétés africaines, avec des corruptions terribles, on a la situation dans laquelle on est aujourd'hui. D'accord. En tout cas, c'est votre introduction, on va dire ça comme ça. Ifriqiya, vu qu'on a une femme ce soir, on va pas se priver. Vous partagez l'avis du professeur Diouf ? Non seulement je le partage, cet avis, parce s'il est historien. Ce qui est intéressant, c'est justement cette incapacité aujourd'hui de se référer à ce qui s'est passé historiquement. Ce qu'il disait ce matin, le professeur, dans notre moment de phosphorescence, dans la conférence d'ouverture qu'il a donnée, c'est qu'on a oublié que dans les années 60, de 60 à 68, il y a quand même eu cette phase où on a assisté à des processus démocratiques. Donc on a oublié que des populations ont élu des présidents, et on a oublié qu'il y a eu des passations de pouvoir de manière démocratique. Donc oui, bien entendu, après, derrière, c'est qu'avec le temps, ça s'est dévolué. La pratique du pouvoir a fait de telle sorte que, pour plusieurs raisons, de gestion du pouvoir, a fait de telle sorte que la pratique de la démocratie, même dans la compréhension du mot, s'est complètement dévolue dans le temps. Très bien. Docteur Adi Guipier, réaction ? Je pense que, je ne sais pas, en fait, Chorus, finalement, c'est un peu difficile de prendre la parole après le professeur, parce qu'il a balisé vraiment la question, et on est dans le même ordre d'esprit, même ordre d'idée. Vous savez, l'apprentissage, comme il a dit, de la démocratie, la France, c'est quoi? C'est 5 républiques. Est-ce qu'on doit déduire qu'il nous faudra plus de temps pour atteindre le niveau des démocraties occidentales, celles qu'on appelle les grandes démocraties? Alors déjà, quel est le niveau idéal de démocratie? Ça, c'est une belle question, absolument. Dans notre symposium, quel est le niveau idéal de Parce que même les États-Unis, quand on pensait avoir une démocratie infaillible, voilà. On a vu ce qui s'est passé. On a la résurgence de certains faits qui peuvent apparaître comme étant totalement contradictoires avec les mécanismes de démocratie. On a eu aux États-Unis, même avant ça, en 2000, on a eu des élections honteuses avec des contestations, etc. Il n'y a pas de démocratie idéale. Ceci étant, malheureusement, ça, c'est un des arguments aussi de certains potentats, en se disant non, nous avons notre démocratie à la sauce X ou Y. Moi, je pense qu'il y a des processus, des trajectoires différenciées. On le disait tout à l'heure en off, en faisant des discussions, puisque nous sortons d'un symposium qui a traité de la question de la démocratie. Moi, je les disais aux collègues que la démocratie, si on devait la limiter à quelques mots, c'est le choix. C'est le choix, y compris le choix de se tromper.
Imaginons, vous êtes, comment dirais-je, sous l'effet d'un leader charismatique qui vous promet monts et merveilles, comme ça se fait souvent lors des joutes électorales et des campagnes afférentes, et qu'à la pratique du pouvoir, il se retrouve encore plus corrompu que son prédécesseur, etc. La démocratie vous donne, dans le respect de votre vote, dans la liberté qui vous est conférée par la Constitution, vous donne le choix de ne plus choisir cette personne-là. Ça, c'est déjà la démocratie. La démocratie, c'est le fait de pouvoir se tromper sur cette personne et de pouvoir se tromper encore sur une autre personne. Voilà. Quand vous prenez par exemple la France, la dernière tentative de coup d'État en France en 1961. Aujourd'hui, par ce que j'appelle la communauté de la démocratie, vous avez plusieurs organisations, organes, institutions qui sont, comment dirais-je, horizontales en lieu et place de la mécanique de la verticalité qui part depuis les gouvernants vis-à-vis des gouvernés. Vous avez plusieurs institutions qui tournent autour, qui gravitent autour du pouvoir politique, qui vont consolider la démocratie. C'est-à-dire, vous avez des chefs traditionnels libres, indépendants, qui peuvent peser sur les décisions politiques, comme ça se fait au Ghana ou à un certain moment au Burkina Faso. Vous avez une société civile épaisse qui va servir de contre-pouvoir. Vous avez une presse libre. Vous avez un troisième pouvoir qui est celui de la magistrature, pas une autorité judiciaire, comme c'est mentionné dans la Constitution française, mais un réel pouvoir judiciaire. C'est toutes ces institutions-là qui vont graviter autour du politique pour le contraindre non seulement à respecter les formes purement, permettez-moi la tautologie, formelle de démocratie, formaliste avec la démocratie électorale, pour imposer le choix des citoyens dans la sélection des responsables politiques. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire finalement que la démocratie dépend également du niveau d'éducation des peuples? Arthur Banga? Oui, moi je donne toujours l'exemple de Jules Ferry, qui est un personnage doux pour moi parce que je hais le Jules Ferry, père de la colonisation, mais j'admire le Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire. Et pourquoi Jules Ferry rend l'école obligatoire lors de la Troisième République? Parce que la Troisième République, pour la première fois, donne le vote. Et Jules Ferry dit quoi? On ne peut pas donner le vote, une arme, à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. D'ailleurs, quand on remonte plus loin, quand vous regardez, vous lisez encore les pièces de Aristophane, qui était l'un des écrivains de l'époque de la Grèce antique, la première critique de la démocratie que les Thébains faisaient à Athènes, c'était de dire, vous confiez le pouvoir à des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et vous croyez que vous leur donnez le pouvoir, mais en réalité, vous donnez le pouvoir à Périclès, aux bons orateurs. Donc, il faut une capacité de jugement. Est-ce qu'elle passe par l'éducation? Est-ce qu'elle passe par l'expérience? Mais il faut que celui qui vote ait la capacité de jugement et une certaine liberté. Et ça, je pense que ça nous a manqué au moment de notre deuxième démocratie, ou de ce que un TikTok appelle la troisième vague de démocratie en 90. Quand je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, on n'avait même pas 30% de taux d'alphabétisation quand on est rentré dans la démocratie. Donc, quand on a repris notre démocratie, parce que le professeur l'a très bien dit, en Côte d'Ivoire, entre 45 et 58, il y avait une véritable démocratie, jusqu'à ce que Houphouët-Boigny manipule, je sais pas, mais réussisse à phagocyter tous les autres partis dans son parti unique autour de 59. Mais ça manque, il faut avoir la capacité de juger pour pouvoir bien voter. Parce que si vous n'avez pas la capacité de juger, vous allez juger sur quoi? Sur l'ethnie, sur l'argent qu'on pourra vous donner, etc., etc. Professeur Dion, partagez cet avis d'Arthur Banga? Oui, je suis bien d'accord, parce que... Surtout que vous êtes... par ailleurs, politique. Philosophe politique. Quand vous lisez Rousseau, qui est un auteur qui parle de démocratie, il vous dit que c'est aussi la capacité des hommes à pouvoir, comme il a dit, choisir. Mais il ajoute en connaissance de cause. Lisez bien du contrat social. Pour dire quoi? Qu'on ne peut bien choisir que lorsqu'on est informé et bien informé. Donc, le citoyen qui n'a pas la bonne information, qui est mal informé ou désinformé, il ne peut pas bien choisir. Donc, c'est très important qu'il y ait une éducation des populations, qu'il y ait une éducation à la démocratie. C'est pour ça que, quel que soit ce qu'on va dire, il y a une culture démocratique. Mais la culture démocratique, ça se forge. On s'instruit à cette culture-là. C'est vrai que ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est que ça nous met dans une position où nous pouvons choisir, où c'est nous qui décidons qui doit nous gouverner.
C'est ça qui est la caractéristique d'un régime politique. Celui qui vous dirige et qui vous dit « je tiens mon pouvoir de Dieu », mais ce n'est pas vous qui le choisissez. L'autorité ne vient pas de vous. Mais ce qui caractérise la démocratie, c'est que vous avez la capacité de choisir celui qui doit vous gouverner, gérer vos libertés que vous lui confiez, mais vous avez aussi la possibilité, à intervalles réguliers, de renouveler parce que vous avez ce choix, vous avez cette capacité. C'est ça qui est extraordinaire dans la démocratie. Et lorsque, dans la mythologie grecque, vous avez le messager de Thèbes qui va vers Athènes rencontrer Thésée et qu'il voit le roi Thésée et qu'il lui demande qui est le chef dans cette cité, vous voyez ce que Thésée lui répond. Il lui répond, ici, il n'y a pas de chef. C'est Athènes qui gouverne Athènes. Voilà la caractéristique de la démocratie. Mamadou Mahmat Djimtebay, j'imagine que vous partagez bien le point de vue évoqué ce soir. J'ai envie de vous poser la question avec des cas pratiques. Dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, la politique rime avec tribalisme, régionalisme, tout ce que vous dites, évidemment, vous convoquez l'histoire, vous nous parlez de grands concepteurs de la démocratie et tout le reste, mais l'Afrique fait face à des fléaux, au tribalisme, au régionalisme. Est-ce que, comme certains l'ont indiqué, c'est le niveau de l'éducation qui fait qu'on est confronté à ces situations? Si vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire pour passer un cap, finalement? La réponse est dans ce qui a été tout dit là. C'est-à-dire, d'abord, l'éducation. Il faut que les gens sachent à quoi ils ont affaire. Aujourd'hui, on le voit partout, c'est toujours des clans qui ont accaparé le pouvoir et qui, par la force des temps, ont réussi à générer de la force militaire, force économique, influence et autres, qui fait qu'il y a une dominance et les gens essaient de resserrer les rangs en renforçant les liens claniques et autres. Ces schémas, on l'a vu, à la longue, ce n'est pas payant, ça finit mal, toujours. C'est qu'une question de temps. Alors, il serait plus judicieux d'aller dans le schéma qui a été dressé là, c'est-à-dire éduquer la plus grande majorité et leur faire comprendre que cette démocratie est une nécessité pour une coexistence qui soit pérenne, stable et qui va durer dans le long terme. Mais si on s'amuse toujours à vouloir tricher, qu'on voit un peu partout en Afrique, la conséquence, elle est inéluctable. On a besoin de démocratie. Nos populations ont besoin de démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est en fait de l'équité, de la justice sociale, inégalité des chances pour tous. La capacité de choisir, comme il l'a expliqué, et de se dire qu'on a pris quelqu'un qui va avoir la destinée de notre nation, pas simplement à mon ethnie, mais tout le monde. Et chacun a la possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, dans certains pays, les ethnies au pouvoir sont même inquiétés. Ils ne vivent pas à l'aise parce que toujours, ils font l'objet de tous les fantasmes et les spéculations. Alors que si c'est un système égalitaire basé sur une démocratie réelle, sur des jeux définis dans un texte qu'on est tous d'accord, on a accepté, on veut être dirigé comme ça, ben, vous pouvez être président, votre ethnie n'a pas à s'inquiéter, et ainsi de suite. Professeur Diouf, on a l'impression que les intentions des peuples sont aux antipodes de ce qu'il advient à la tête de bien de pays. Il y a une résurgence de coups d'État, par exemple, dans notre région. Comment vous expliquez justement cet état de fait? En fait, si vous voulez, l'histoire des hommes, l'histoire des femmes, l'histoire des sociétés est une histoire de fermeture et d'ouverture. Une histoire avec des possibilités, qui sont des possibilités de réalisation de ce que tous les hommes, toutes les femmes cherchent, le bonheur, et des moments de recul et de régression. Contrairement à ce que nous pensons, nous, Africains, on a eu des sociétés à des moments précis qui ont été capables de porter la démocratie, qui ont été capables de se battre dans des situations qui sont des situations difficiles. Il est vrai aussi que l'éducation est essentielle pour pas seulement les questions politiques, mais pour les questions de réalisation de l'humain. Mais cette éducation n'est pas seulement une éducation scolaire. Il y a des Africains qui savent absolument comment fonctionne le système politique. Et cette éducation, elle doit être faite. On a des problèmes de ressources, mais on peut faire cette éducation civique
dans les langues africaines. Et on doit les faire dans les langues africaines pour amener les Africains à participer. Ce ne sont pas seulement, si vous voulez, les langues coloniales. Deuxième chose qui est importante aussi, c'est que la démocratie ne fonctionnera jamais sans l'ethnicité. Il faut savoir s'organiser. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'Afrique, finalement? Absolument pas. Ce n'est qu'un danger. Parce que, vous savez, on l'explique un peu mieux en anglais. En anglais, il y a deux mots. Tribalisme et ethnicité. Et quand on fait l'ethnicité, c'est la dynamique dans laquelle nous sommes en tant qu'individu et en tant que groupe, et où on participe d'une culture locale, d'une histoire locale qui est la nôtre. Le tribalisme, c'est l'utilisation des ressources ethniques à des fins politiques. Et ça, c'est arrivé, ça s'est, si vous voulez, ça s'est accentué avec la colonisation. Parce que la colonisation nous a gérés ethniquement. Les tribunaux étaient ethniques, les mariages, on ne sortait pas de cela. Et vous savez, les grandes batailles dans l'Empire français, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est les gens qui se convertissent au catholicisme, qui disent on ne peut pas être traité avec le droit coutumier parce qu'on n'est plus dans la coutume. Par exemple, l'idée que quand le frère meurt, le petit frère épouse la sororité, épouse la femme. Enfin, et ça, c'était des bagarres que des Africains ont engagées. Donc, mais la question qui se pose, c'est comment, parce que la démocratie libérale est attachée au capitalisme, on n'est pas arrivé à un développement capitaliste, comment penser, si vous voulez, la démocratie, toujours avec des libertés individuelles, mais en payant le prix le plus important au fait que nous sommes d'abord des communautés. Et comment construire des démocraties en faisant en sorte que les communautés et la dynamique communautaire soient prises en compte et importantes. Et vous savez, ce sont des questions aujourd'hui que les Indiens, par exemple, alors que, et c'est ce que vous demandiez, la démocratie est un projet inachevé. Et il peut toujours y avoir des retours en l'air, disons en arrière. Moi, je vis aux États-Unis. Et vous ne pouvez pas savoir comment les discussions qui se passent aujourd'hui sont identiques aux discussions que nous avons en Amérique, alors que les Américains ont pensé, et ça aussi vous en avez parlé, la Constitution, ce n'est pas seulement un texte, c'est d'abord une culture politique. Et c'est la culture politique qui entretient et alimente l'esprit démocratique en chacun de nous. Et c'est pour ça que aussi les gens parlent de société démocratique, de culture démocratique et de principes démocratiques pour faire fonctionner une démocratie. Et ça, ce sont des éléments qui aujourd'hui doivent nous amener à nous interroger sur comment une démocratie africaine, effectivement, par rapport à cette longue histoire des 60 années que nous avons depuis l'indépendance, comment on peut la penser quotidiennement, pas à chaque élection. C'est cela, régulièrement dans ce genre d'émission, c'est pour ça qu'on en parle ce soir évidemment. Ifriqiya, dites-nous, pour beaucoup on a l'impression que les femmes et les jeunes sont en marge de cette démocratie dans nos pays. Est-ce que c'est ce sentiment que vous avez, vous également? J'ai envie de dire que l'enjeu du pouvoir, enfin l'enjeu de la démocratie, c'est derrière, c'est des enjeux de pouvoir et d'argent dans nos sociétés, on va dire, la démocratie libérale. Et donc, dans nos sociétés, ce pan, que ce soit les femmes ou les jeunes, c'est les plus vulnérables, ce sont ceux qui ont le moins accès au pouvoir et à l'argent. Donc c'est pas en fait... Donc, oui, bien entendu. Dans le processus démocratique, à quel moment un jeune a la possibilité de se présenter, par exemple, de participer pleinement au processus démocratique? À partir du moment où c'est des enjeux d'argent et de pouvoir, celui qui peut se présenter, il a un capital, on le voit très bien.
Pareil pour les femmes qui possèdent le capital dans nos sociétés. Ce ne sont pas les jeunes, ce ne sont pas les femmes en général. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont quelque peu marginalisés dans le processus démocratique. Et bien, c'est un fait. Moi, je voulais rebondir tout à l'heure par rapport très rapidement, allez-y. Très rapidement. Je suis convaincue d'une chose. Le jour où, justement, par rapport aux questions d'ethnicisme, le jour où on fera jurer des chefs d'État sur leur patrimoine, sur leur voilà, devant leurs ancêtres, on leur dit, voilà, vous jurez, si jamais vous ne le faites pas, donc si jamais vous ne pouvez pas gérer ce pays-là, jurez devant ces fétiches, ces totems, peu importe, que vous allez tenir le pays. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui ne se présenteraient même pas. Donc justement sur ces questions-là, c'est intéressant d'aller chercher dans nos cultures des mécanismes pour construire cette démocratie-là. C'est une belle ébauche, quoiqu'en Côte d'Ivoire, on a par exemple plus de 60 ethnies. Donc si le chef de l'État, enfin, on doit aller chercher... On te ramène à ton ethnie. Non, mais d'accord. Poser la candidature, c'est une des conditions sine qua non. Absolument. Donc vous donnez votre ascendance, c'est qui vos ancêtres et c'est qui votre totem. Et les gens, je suis convaincue que même ceux qui ont des projets complètement retors pour l'appropriation, ils auront... En définitive, vous proposez que la spiritualité africaine occupe une place centrale. Hein. Entre autres. Ça, on l'a bien compris. Mais elle l'occupe déjà. Elle occupe déjà. Dans certaines mesures. Elle est juste un peu que tel qu'elle le définit, bon voilà, ce serait vraiment une place centrale. Dans les élections en 2010, dans beaucoup de villages, ça s'est passé. Là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Dans beaucoup de villages, les gens adoraient le fétiche pour aller voter. Ils se sont réunis en soirée, OK, on vote X, mais il faut confirmer par le fétiche qu'on juge. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Messieurs, nous sommes à l'ère du digital, des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression justement que le digital, les réseaux sociaux, consacrent la démocratie ou l'affaiblissent finalement? Mamat? Je dirais que les deux se jouent sur la table. C'est devenu un outil, mais disons, de masse qui est capable de toucher le maximum possible. Donc, dans le fait de faire véhiculer une idée, un projet, ça aide. Ça donne aussi la possibilité à des personnes qui n'ont pas accès ou bien voient au chapitre des grands médias ou autres d'avoir la possibilité de donner leur parole. Des candidats peuvent être alpagués sur leur page Facebook ou Twitter. Ça c'est la beauté de la chose. Le revers de la médaille, c'est, vous savez, tout ce qui arrive avec la désinformation. C'est devenu un outil de guerre et mal utilisé. Et on voit dans certains pays les conséquences que cela a pu avoir lors des élections. Vous savez que chaque élection partout en Afrique est précédée de tensions. Et souvent, ces tensions sont alimentées via les outils numériques, notamment les réseaux sociaux et autres. Professeur Dion? Ben oui, les réseaux sociaux, c'est un vecteur, Internet en général, c'est un vecteur de revitalisation de la démocratie. Mais aussi, il l'a montré, c'est aussi un vecteur de production de l'anticitoyenneté. Voilà. Mais c'est comme toute technologie. C'est un peu le génie de la lampe. Mais le génie vous donne ce que vous lui demandez. Voilà. Donc la technique, au départ, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peu plus vigilant. Et moi, c'est mon combat. Et je suis directeur d'un axe de recherche à l'université Félix Houphouët-Boigny, justement sur la civilisation du numérique, pour une éducation aux médias émergents et aux médias sociaux. Parce que à la limite, c'est devenu un laboratoire de fabrique de l'obscurantisme. J'ai envie de dire du crétinisme. Voilà. Donc, il faut faire ce travail parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est devenu un peu comme une cour de lapidation. On prend Arthur, on dépose Arthur sur les réseaux sociaux, on l'accuse. Le tribunal populaire. À peine accusé, on le condamne. Et puis, voilà, il est livré à la vindicte populaire. Il n'a pas son mot à dire. Et il n'a pas son mot à dire. Il est coupable, c'est terminé. Et ce qui est dramatique, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse loi de Brandolini. C'est-à-dire, vous mettez plus d'énergie à déconstruire un mensonge qu'à produire le mensonge. C'est-à-dire que c'est plus facile de renverser une barrique d'eau que d'aller remplir cette barrique d'eau. Et donc, quand on vous diffame, quand on vous accuse, quand on vous lapide sur les réseaux sociaux, en un clic, mais vous allez mettre 2 ans, 3 ans à vous justifier. Et plus vous justifiez, plus on trouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, vous êtes en train de justifier votre accusation. Donc,
Il faut une éducation aux médias et aux réseaux. Docteur Eddy Guipier, c'est votre point de vue aussi? Oui, d'autant plus que... Je me souviens que vous avez fait un développement sur les réseaux sociaux, sur son implication dans la démocratie sur ce plateau une fois. Oui, tout à fait, parce que j'écris là-dessus. J'ai écrit sur 2 articles, dont un bientôt en parution, sur la question de la participation politique sur les réseaux sociaux, sur la vitalité justement démocratique sur les réseaux sociaux. Et moi, j'évoque la question, on va dire, de l'humour politique sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on arrive à se moquer, à moquer les politiques, à les tourner en dérision? Parce que c'est une forme de participation. C'est un cas typiquement ivoirien. Pas forcément, mais les Ivoiriens... Mais essentiellement ivoirien. Les Ivoiriens ont réussi à, on va dire, consacrer certains phénomènes comme par exemple la VAR. Parce que la Côte d'Ivoire est réputée pour son autodérision. Oui, comme la VAR par exemple qui ne nous appartient plus. Mon attitude est d'autant plus paradoxale que dans ce cas d'espèce-là, j'ai été quasiment en immersion puisque je suis un des promoteurs de la VAR et que le phénomène étant... décuplé, je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir convoquer ce phénomène-là, l'expliquer, mettre en place les éléments évoquer la question des éléments constitutifs. Aujourd'hui, effectivement, vous avez vu que ce n'est pas seulement un tribunal populaire où on lapide, c'est aussi un accélérateur de décision. C'est-à-dire votre émission, elle y contribue, on en parlait tout à l'heure avec Arthur, mais sur les réseaux sociaux, c'est encore immédiat. J'ai eu, comment dirais-je, un incident, quelque chose m'est arrivé d'un point de vue administratif. Au lieu de saisir la chaîne administrative, je m'en plains sur les réseaux sociaux, je suis reçu par un ministre ou le directeur de l'administration. Mon problème est immédiatement réglé. Donc vous voyez qu'on convoque la plupart du temps les autorités politiques qui ont compris qu'il ne s'agit plus d'un outil ludique pour quelques bourgeois qui soient à Cocody ou bien dans certains quartiers UP, etc. Mais que depuis Thioro, que depuis Papara dans le nord de la Côte d'Ivoire, on est tous connectés sur les réseaux sociaux. Et il y a une transversalité même au niveau des âges. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde apprend en même temps avec des mauvaises nouvelles ou des nouvelles biaisées comme les fake news, comme des nouvelles véritables. Et les politiques sont attentifs là-dessus. Eux-mêmes font de la veille là-dessus et c'est important. À chaque fois, si vous voulez vous taguer un politique, vous allez voir que, effectivement, le community manager va répondre. Donc c'est un facteur, un vecteur en tout cas de revitalisation qui a à contrôler de près, pas trop censuré, on va dire autant que faire se peut, mais il y a des phénomènes politiques qui apparaissent et qui sont dignes d'intérêt, en tout cas pour le regard d'un scientifique en particulier. Monsieur, on s'interroge sur la démocratie en Afrique. Eh bien, il y a un cas qui fait l'actualité, évidemment, c'est le Sénégal. Vous le savez, Macky Sall a mis fin au suspense lundi dernier sur sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024 dans une adresse à la nation très attendue, du moins. Il a annoncé ne pas briguer un 3e mandat, une décision largement saluée au Sénégal et dans la sous-région par ses homologues. Je vous propose le récit de Pierre Dipomelin et on en parle juste après. Le président sénégalais Macky Sall ne sera pas candidat pour un autre mandat aux prochaines élections présidentielles, alors qu'une pétition de son parti l'y invitait. Il a fait cette annonce solennelle à la télévision publique, mettant ainsi fin au suspense et supputations dans le pays. Je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Au lendemain de l'annonce de Macky Sall, les Sénégalais ont exprimé leur soulagement et salué une décision sage. Hier, comme tous les Sénégalais, on a pu suivre le président de la République. Bon, le président est sorti grand. Non, c'est sûr qu'en fait, on peut s'attendre à des violences. Parce que la jeunesse sénégalaise est devenue aujourd'hui une jeunesse qui est très éveillée, qui est exigeante et qui exige normalement aujourd'hui sa part dans la participation démocratique dans ce pays. Il a réglé la situation, Macky Sall. Maintenant, un président qui va venir, il saura très bien qu'il ne peut faire que 2 mandats et partir. Par exemple, si c'était le contraire, si Macky Sall faisait le contraire, un autre président va venir dire que changer la constitution, faire n'importe quoi pour rester là. Mais maintenant, c'est fini maintenant. C'est problème de situation, de mandat maintenant, c'est réglé. Définitivement, il a réglé. Les commentaires et supputations sur les intentions supposées du président Sall de vouloir se présenter à un autre mandat
et la condamnation à 2 ans de prison de l'un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, avait contribué à rendre la situation explosive. Professeur Diouf, avec votre recul historique, votre vie aux États-Unis, est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que Macky Sall confirme l'exception sénégalaise? Vous savez, j'ai énormément participé depuis 2 ans et demi à ces débats, à la radio, à la télévision. Et ma contribution était une contribution intellectuelle, analytique. Et j'avais dit avant, quelques jours avant le message du président, et ça je l'ai répété pendant 2 ans et demi, la question du 3e mandat était un faux problème, parce que c'était réglé, qu'il ne fallait même pas en discuter. Et ça, je me suis tenu à cette position. Et la grande question, effectivement, c'était que le suspense entretenu par le président a fait un énorme coup négatif à l'exception sénégalaise. C'est-à-dire on s'était trouvé dans une situation de recul historique par rapport aux batailles qui avaient été engagées. Troisième chose importante, comme il dit, le président sénégalais a, dès qu'il a été élu en 2012, dire qu'il va réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est lui qui l'a dit. Et il a fait campagne sur ça. Quand il a été élu pendant au moins 2 discours à la nation du 4 avril, il a répété qu'il fera 2 mandats et partira. Il a créé un suspense. Il y a eu à peu près une 30aine de morts. Mais c'est quand même extrêmement grave. Donc pour vous, quand il disait, quand il avançait qu'il avait le droit de se présenter, parce que même dans le discours, c'est sa contradiction. Il a dit. Absolument. J'ai dit que c'est ça la contradiction. C'est-à-dire il a gardé le suspense et il l'a redit dans son discours, il a redit il y a quelques jours que s'il disait qu'il ne se présentait pas, les gens n'allaient pas travailler. Mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est une administration qui fait que les gens travaillent. Ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas son boulot. Donc c'est toutes ces questions-là qui font que... C'est vrai qu'il a pris une décision historique. Mais la veille, il y a eu 3000 maires qui se sont retrouvés à la présidence pour lui dire de se présenter. Oui. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce problème, pour dire... Hé les gars, j'ai jamais pensé à me représenter. C'est quand même étonnant. Je dis, et ça je le dis tout en saluant le geste qu'il a eu. Parce qu'il aurait pu quand même annoncer qu'il serait candidat et advienne que pourra. Oui, mais advienne que pourra, les gens savaient ce qui allait arriver. Le pays allait exploser. Tout le monde était sur le pied de guerre, l'arme au pied. Et ils attendaient. Le président dit « je me représente », le pays explose. Parce que c'est ça aussi... Donc le président a évité la déflagration. Oui. Ah, absolument. Il a pris la décision la plus sage qu'on pouvait prendre dans le contexte sénégalais avec les émeutes qu'il y a eu en mars 2021 et les émeutes qu'il y a eu en juin 2023. Ça, c'était évident que le pays allait exploser et que personne ne pourra le tenir. Mais ça aussi, c'est probablement des gens qui ont eu un énorme pouvoir, qui ont perdu ce pouvoir, ont pu jouer. Ça aussi, c'est la grande force des Sénégalais. C'est-à-dire les Sénégalais ont une vraie classe politique et ils ont de vrais gens qui sont des intermédiaires, qui sont capables d'aller dire au président, vous ne faites pas ça. Notamment les religieux. Absolument, vous ne faites pas ça. Très bien. Docteur Eddy Guipier, est-ce que vous, un peu comme le professeur Diouf, vous êtes de ceux qui pensent que Macky Sall a cédé à la pression de la rue, finalement? Bon, jusqu'à preuve du contraire, effectivement. Alors, ce matin, on en parlait un peu avec le professeur, on l'a un peu taquiné là-dessus. La question du droit des juristes, de ces manipulations, modifications constitutionnelles intermittentes. Et j'ai entendu quelque chose qui m'avait choqué. On va dire, en tant que juriste dans un premier temps, et en tant que politiste ensuite, où un juriste renommé du Sénégal dont je ne citerai pas le nom, nous avait fait comprendre que, alors que la loi interdit les 2 mandats, il nous avait fait comprendre que
rien n'interdisait une candidature supplémentaire. Parce qu'il disait qu'un candidat pourquoi n'est vous pas... ne voulez pas dire son nom? C'est l'actuel ministre de la Justice qui s'appelle professeur Major Fall. Il disait, rien n'interdit une troisième candidature. Je me souviens de cette vidéo qui est vite devenue virale. Il disait qu'une candidature est différente d'un mandat. Tout à fait. Oui, mais on le connaît, donc on peut citer son nom. C'est un nom public. À être... Oui, c'est justement pour il est de ceux qui ne citent pas leurs contemporains. Non. C'est parce qu'on ne dit pas ça en Afrique qu'on a des problèmes. Quand les gens disent des bêtises ou font des choses qui sont injustes, il faut le dire. D'accord. Et vous voyez un peu comment on arrive à mettre le feu dans un pays qui est pacifique, qui est tranquille. Le Sénégal, c'est quand même notre référence. Indépendance en 1960, pluripartisme, on ne va pas dire multipartisme, en 1974, avec 3 partis qui sont reconnus, le PDS en particulier. C'est une transition générationnelle dans le cadre du même parti, le Parti socialiste sénégalais, qui va partir de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf qui, 19 ans plus tard, perd les élections contre celui qui était l'enfant, entre guillemets, le prodigue de la politique sénégalaise, le PDS, c'est Abdoulaye Wade, qui fait ses mandats, etc. Donc c'est une fierté pour nous autres, Africains, Ouest-Africains en particulier, parce que c'est aucun coup d'État, le Sénégal. Et c'est fondamental de ne pas avoir cette interruption brutale, cette irruption des militaires dans le champ politique. Et c'est une culture politique, c'est un orgueil politique aussi, parce qu'on est fier, on est jaloux, et on a honte lorsque on voit certaines images à l'extérieur. Devant ça aussi, il faut voir certains comment dirais-je, certains modèles qui marchent, comme le Ghana voisin, même pour revenir au Sénégal, effectivement. D'aucuns vous diront sur les réseaux sociaux, on ne peut pas féliciter un guichet où on peut retirer de l'argent. Là, il y avait un obstacle manifeste. Quoique quand le guichet ne sort pas les billets, on a une situation urgente. Mais ça, c'est les guichets médiocres. On peut s'inquiéter. C'est les guichets médiocres. Donc, pour dire qu'effectivement, le président a fait son job, il a facilité les choses aux Sénégalais, au Sénégal. Il part la tête peu ou prou haute. Et le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la suite. Docteur Arthur Banga. Moi, je félicite à 200% Macky Sall. Pourquoi? J'applaudis. Vous savez, j'ai écouté j'ai failli donner une crise cardiaque à ma belle-mère parce que quand il a dit, je me suis levé comme une équipe qui vient de marquer un but. Comme la SEC d'Abidjan qui aurait marqué un but. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. Africa Sport. Hein? Faut pas rentrer dans les discussions de pression, de pas pression. Vous savez, je me rappelle en mars 2020, j'avais fait une émission sur le président Ouattara. Et Julien Kouaou disait non, il respecte la Constitution. Et de toute façon, s'il ne respecte pas le pouvoir s'opposer, il dit Julien, il n'aura rien. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est président. Advenne qu'il pourra, rien ne dit qu'il perd dans ce débat. De toute façon, aujourd'hui, son corps, il ne bouge même pas de chez lui. Voilà. C'est-à-dire quand même, il a 3000 maires. Ce n'est pas aussi quelqu'un qui n'a pas de soutien. Donc, moi, je pense qu'il y a eu pression, oui, mais il faut retenir l'élégance et le fait que Macky Sall a introduit définitivement au Sénégal qu'il y a 2 mandats. Il n'y aura plus quelqu'un qui va même penser... Ah non. C'est pas lui, c'est le peuple sénégalais. D'accord, on laisse Arthur terminer rapidement. Le temps court. Et donc, moi, je félicite à 200% Macky Sall. Je pense que c'est quelque chose qu'il a fait de très bien et que toute l'Afrique doit l'applaudir. Il faut aussi qu'on l'accompagne dans sa sortie, c'est-à-dire comment capitaliser son expérience au service de l'Afrique ou du monde pour que les autres qui voient ça se disent finalement, quand j'arrête, et je vais terminer sur dire pourquoi on félicite Macky Sall. Mais quand tu es dans un environnement où tout autour de toi il y a des coups d'État, où tout autour de toi il y a des 3e mandats, bon, c'est comme quand tu as un enfant qui est 10e. Le jour où il est 5e, tu le félicites. Si ton enfant il est premier tous les jours, qui devient 5e, tu t'énerves. Mais là, on a quelqu'un qui est dans un environnement où on ne respecte pas ça. Il le fait, il faut le féliciter. Donc moi, je vais dire bravo au président Macky Sall. Je vais lui envoyer un courrier pour lui dire ça. D'accord, très bien. Voilà. Mamadou Mahmoud. Alors, on va pas féliciter quelqu'un... Des fleurs à Macky Sall ou pas? Bon, on va lui tirer chapeau pour l'acte, mais il a entretenu le flou. Il a dit en 2019 qu'il n'allait pas se présenter, mais vu le contexte et autres, il a entretenu un flou qui a donné des conséquences. À peu près 30 morts, selon Amnesty. Est-ce que quand vous dites il a entretenu le flou, il a cédé à la pression, c'est peut-être l'opposition aussi qui voulait lui mettre une pression pour qu'il se déclare à leur moment voulu. Lui, il a voulu respecter son agenda jusqu'au bout, finalement. Non, c'est peut-être ça aussi. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que les choses qui sont claires,
on est tout le temps là en train de tergiverser. Depuis, il fallait juste le dire. Parce que est-ce que Macky Sall avait dit qu'il serait candidat? Il n'a pas dit, mais il a laissé entendre. Et regardez, il y avait un mouvement de soutien qui poussait des politiques, des femmes. Ça ne l'a pas empêché de renoncer. C'est tout à ton honneur. Et c'est ça qu'il fallait faire. Il a renoncé parce que les Sénégalais l'ont empêché de le faire. Vous êtes formel. Hein? Voilà, oui, absolument. Il y a eu un soulagement. Je peux dire, hein, nous qui ne sommes pas sénégalais, on a été soulagés. Voilà. D'accord. Professeur Dion, ensuite Ifriqiya. D'accord, alors, il faut saluer Macky Sall. Il faut le saluer simplement parce que, comme disait Arthur, voyez, dans une ville, je reprends l'image à quelqu'un, où les gens ne respectent pas les feux tricolores. C'est lui qui s'arrête au feu. Au feu rouge. Il faut le saluer. Il faut au moins le saluer. C'est une belle image. C'est ce que Macky Sall a fait. Deuxième chose. Il nous donne en tout cas l'impression, il me donne l'impression, et c'est très important parce que nous sommes des hommes, d'avoir vaincu ce que j'appelle des démons que les grands hommes d'État n'arrivent pas toujours à vaincre. Je parle de quoi? Le pouvoir, ça donne du prestige, avec tout ce que ça comprend. Mais le prestige, ça donne du vertige. On est d'accord là-dessus. Absolument. Et quand ça donne ce vertige, on est dans l'orgueil, on est dans l'arrogance, dans l'oubris, qui fait qu'à un moment donné, on pense qu'on est l'homme le plus indispensable. Et votre entourage même contribue à vous faire dire que sans vous, le soleil même n'éclairerait plus. Donc, comment un tel homme qu'on installe dans l'aveuglement, dans l'autisme, dans l'entêtement, et qui dit, sans moi, rien ne peut fonctionner. Macky Sall, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu pression là, mais il est entré en lui-même pour se dire, ce démon-là, il faut que j'arrive à le vaincre. Deuxième chose, le professeur l'a dit, les maires qui se déplacent, c'est la pyramide des intérêts. Quand vous êtes au sommet, tous ceux qui vivent, qui mangent, qui subsistent grâce à vous n'ont pas envie que vous partiez. Parce que qu'est-ce qu'ils deviennent après? Mais c'est eux qui vous disent, ne partez pas. Vous les regardez dans les yeux et vous leur dites « Je vais partir parce que je vais respecter ma parole ». Voilà l'autre démon qu'il a vaincu. Et c'est pour ça qu'il faut le saluer parce que, écoutez... C'est pas évident. C'est pas évident et aucun peuple ne doit être obligé de choisir entre l'alternance forcée et l'alternance douce. Les peuples, on l'a dit, la démocratie, c'est choisir qui on veut, quand on veut, à tout moment. Dernière chose, c'est au Sénégal quand même qu'on a dépensé des milliards pour ce grand monument de la Renaissance africaine. Et ce que je remarque dans ce monument, c'est pas la femme, pas l'homme, mais le petit garçon, je crois que c'est ça, hein, qui a le doigt qui nous indique un horizon. Les Sénégalais disent qu'ils veulent porter la Renaissance africaine. Ils n'ont pas le droit de nous décevoir. Parce que partout où nous passons, quand on veut défendre l'Afrique démocratique, c'est d'abord et surtout le Sénégal qu'on cite en exemple. Et il faut que nos frères sénégalais comprennent qu'ils ont cette mission-là de nous indiquer le chemin et le bon chemin. Et c'est ce que Macky vient de comprendre. Ifriqiya, alors, vous vous prononcez effectivement sur cette première question. Hein. Est-ce que vous félicitez le président Macky Sall ou vous dites, de toute façon, il n'y a pas de félicitations parce que c'est ce qu'il devait faire? Deuxième question que je vous pose à vous, et elle sera posée à tout le monde sur ce plateau. Qui pour succéder à Macky Sall? Alors, moi, je ne félicite pas Macky Sall parce qu'en fait, sur le continent, il y a la culture de la médiocrité, ce qui devrait être normal. Ça devient la normalité et donc ça devient l'exception. Ce n'est pas normal. C'est comme si c'était inscrit dans nos gènes qu'on était des incorruptibles. À force d'avoir cette attitude-là, cette posture, de trouver ce qui est normal comme exceptionnel, mais en fait, on entretient ça, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de félicitations, c'est normal, il n'y a même pas de questions, même pas de débat, il n'y a même pas d'applaudissements au prochain. Donc pour vous, dans une ville où tout le monde grille le feu rouge, celui qui s'arrête au feu, on ne l'applaudit pas? On ne l'applaudit pas, c'est le citoyen, c'est la personne la plus normale. Oui, c'est la personne la plus normale. On ne devrait pas applaudir. En fait, sortir les fouets pour fouetter tout le monde, tous ceux qui brûlent, ça devrait être ça la norme. Très bien. Qui pour succéder à Macky Sall, selon vous? Alors, qui pour succéder à Macky Sall, je sais que je suis de très loin
la politique sénégalaise. Si vous voulez, je vous cite des noms, Ousmane Sonko, Non, Khalifa mais, Sall... je vais avoir mon propos. Je sais qu'il y a sur le continent, je vois avec la jeunesse du continent, tous les jeunes, il y a une espèce d'effervescence autour. On a une sorte de messianisme, on a besoin d'un héros. Et on le voit, on l'a vu avec Sonko, avec tout ce qui s'est passé autour de lui. Les émeutes qui ont découlé justement à l'issue du procès. Moi, je suis convaincue qu'il faudrait que les jeunesses africaines, je ne vais pas parler de candidats, intègrent le principe qu'ils n'ont pas besoin de héros. Il faudrait que les élites, parce qu'on a beaucoup parlé des populations qui ne sont pas éduquées, nos élites, là, l'éducation qu'ils ont, quel type d'éducation ils ont? C'est terrible. On a des politiciens, des gens avec des surdiplômés qui ont fait des études à l'extérieur, comme le modèle, mais qui sont médiocres dans la gestion de la chose publique. Ces modèles-là, on n'en veut plus. On veut des hommes d'État, on veut des hommes qui soient capables de gérer un État. Des hommes et des femmes, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de génération spontanée, hein, j'ai envie de vous dire ça. Mais j'ai envie de dire, il faut que ça se cultive, que les nouvelles générations, là, qu'elles affûtent leurs âmes. Et puis, j'ai même envie de dire une chose. Cette culture de la gérontocratie, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tes armes. Mais il y a des gens qui ont, on va dire, qui ont la précocité, qui ont la possibilité de gérer des choses, enfin, gérer une entreprise, gérer un... Et encore, ce n'est pas vraiment le système que je voudrais prendre en exemple. Mais il faudrait qu'on ait la possibilité de faire confiance aux jeunes. Je ne parle pas d'homme providentiel, de façon de gouverner. Il faut qu'on fasse communauté, il faut qu'on gouverne dans la communauté pour que ce soit pas un homme, mais des hommes, des humains, des hommes et des femmes. Fortes. Et des jeunes, et que tout le monde soit dans cette gestion-là, et qu'on arrête de nous vendre du Messi partout. Il n'y aura plus de Sankara, il n'y aura plus de Amilcar Cabral, il n'y aura plus d'hommes. Donc pour vous, voilà. Ousmane Sonko n'est pas l'homme providentiel, que ce soit il faut attendre. Il faudrait qu'il y ait des hommes, des humains, je ne vais pas dire des hommes, hommes comme femmes, qui puissent représenter, qui puissent parler pour les populations, qui puissent changer cette façon de faire, ce regard qu'on a sur un homme providentiel qui va venir changer les choses. Parce que là, on vire très vite dans le populisme. Et ça, eh bien, en fait, c'est un obscurantisme qui ne va pas faire avancer. Malheureusement, les jeunes peu éduqués vont voir un Messie, un homme qui va bien parler, qui va leur dire voilà ce que je vais faire, alors que la gestion de la chose publique n'est pas aussi aisée. Docteur Eddy Guipier. Oui, le décor est bien planté. Effectivement, la classe politique sénégalaise est riche en hommes d'État. Il y a quelques années, moi, je me suis totalement trompé sur la venue de Macky Sall au pouvoir. J'ai parié avec un ami et puis j'ai perdu. Vous aviez parié sur qui à l'époque? Je ne sais même plus sur Seck. Idrissa Seck. Vous savez, je suis qui avait le vent en poupe, faut le reconnaître. Un personnage brillant, qui est un apparatchik d'un ancien apparatchik. En plus tribun, etc. Et je me suis dit non, pas Macky Sall, il est un peu trop terne, etc. Et mon ami m'a dit tu vas voir. Et je me suis trompé. C'est le seul qui a vraiment fait campagne. Et effectivement, il y a pas mal, parce que c'est de ça que certains chefs d'État ont peur, c'est la suite, et je voulais en parler, parce que la suite, c'est quoi? Des fois, c'est le tribunal pour eux aussi, immédiatement. Des fois aussi, ce dont je voulais parler, les alternances piégées, les vraies fausses alternances, en fait, tout le monde fantasme sur la transmission du pouvoir, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Vous voulez un bel exemple? C'est le Ghana. Lorsque Jerry Rawlings fait son premier coup d'État en 1979, il transmet le pouvoir à des civils, il reprend le pouvoir par la suite. En 1981, il fait un autre coup d'État et il fait d'abord ce qu'il appelle une révolution. Il règne de façon brutale avant de libéraliser son régime en 1992. Jerry Rawlings part et son parti perd les élections. C'est son meilleur ennemi, si vous me permettez l'expression, ou son adversaire, qui est Kufuor, qui prend le pouvoir sans que le Ghana ne s'effondre. Vous voyez, ce n'est pas une transmission générationnelle dans le cadre du même parti. Parce que c'est le projet qu'on est en train de nous vendre maintenant. Idem pour Kufuor, qui fait un mandat, un second, et qui perd les élections devant un homme ordinaire, qui n'est même pas un tribun, qui est le professeur Jonathan Mills. Pour revenir au Sénégal. Pour venir au Sénégal, effectivement, les âmes vont commencer certainement à se fourbir.
Est-ce que Sonko va accepter son sort? Est-ce qu'il ne va pas mobiliser la rue, l'espace public pour essayer de peser pour qu'il puisse être candidat? Il avait des, comment dirais-je, des alliés ou des vrais faux alliés, Khalifa Sall, etc. Vous avez Idrissa Seck encore qui est en embuscade. Il en a rêvé toute sa vie. Il était proche de Saint Graal avant d'échouer. Vous avez la coalition de Macky Sall, Amadou Ba en particulier. Vous avez des outsiders comme Mimi Cissé. Il y a vraiment à boire et à manger, c'est compliqué. Mais le plus intéressant, c'est que le choix revienne au peuple sénégalais. Absolument. Professeur Dion ? Parfaitement d'accord avec cette analyse-là. Ce sont des hommes politiques sénégalais. Chacun peut diriger ce pays. Que chacun prenne le temps de travailler, d'approcher les populations et surtout de proposer quelque chose aux populations. Parce que c'est ce qu'on ne fait pas souvent dans nos pays. C'est les hommes qu'on met devant. C'est, elle a dit le mot, c'est l'homme providentiel. Nul n'est indispensable. Idrissa Seck peut prendre le Sénégal maintenant. 5 ans après, ce sera le fils Ouad. 5 ans après, ce sera quelqu'un d'autre parce que c'est le peuple qui choisit. Et c'est quand on travaille qu'on voit votre capacité à faire avancer un peuple. Mamadou Mahmat, je partage toutes ces analyses. Je pense que... Est-ce que vous craignez une division de l'opposition ? Elle est déjà divisée. Elle est divisée. Je pose la question à dessein. Oui, hein. Oui, elle est déjà divisée. Et vous voyez... Parce que le dialogue national, finalement, semble avoir réussi à créer des fissures dans le mur. L'opposition n'a pas vocation à être unie aussi. Enfin, c'est une autre lecture. En effet, allez-y, Mahmat. Elle est déjà divisée. Déjà, le fait que déjà les cartes sont rabattues. Mais j'ai une conviction, c'est que Macky Sall sera faiseur de roi. C'est sûr. Et forcément, finalement. Il sera faiseur de roi. Et ça, c'est clair et c'est limpide. C'est vers ça qu'on se dirige. Très bien. Arthur ? Je vais quand même revenir rapidement sur la normalité. La normalité de jure qui fait qu'on a des normes, celui qui les respecte est mauvais, celui qui respecte est bien, celui qui ne respecte pas est mauvais. Arthur, vous me ramenez en arrière, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. La normalité que j'ai envie de dire de fait est la plus réelle. Quand on met une norme que personne ne respecte, je pense qu'il faut avoir du respect pour celui qui respecte la norme. Parce que finalement, c'est lui l'exception. Parce que la norme n'est pas respectée. Et on est dans un environnement ouest-africain où la norme n'est pas respectée. Un environnement africain où la norme n'est pas respectée. On est tous d'accord pour dire que si le monsieur continuait, le pays allait exploser. Donc quelqu'un qui évite un pays d'exploser, on ne veut pas le féliciter. Non. Non, mais quand même, c'est pour ça que je disais qu'il a évité en quelque sorte la déflagration. Arthur, après, c'est leur point de vue, on le respecte. Je dis que M. Macky Sall, je vous félicite. Pour revenir à qui pour lui succéder ? À la suite, déjà, il y a une petite fracture de l'opposition qui s'était déjà sentie lors du dialogue national. Barthélémy Diaz était parti laissant Ousmane Sonko de l'autre côté. J'ai entendu Khalifa Sall, il a fait 10 minutes d'interview sans citer... Sans évoquer le nom d'Ousmane Sonko. Il y a Karim Ouad qui espère... S'il vous plaît. Karim Ouad qui espère une grâce. Diop... non, qui n'espère pas, c'est pratiquement acquis. C'est voilà, c'est ça il revient dans le jeu. Ils vont revenir, mais je pense quand même que si Macky Sall réussit à maintenir, même si Aminata Touré est parti, s'il réussit à maintenir autour de son candidat, sa coalition, pour moi, il part favori. La coalition Benno Dakar. BBY, on va dire ça comme ça. D'accord. Benno Bokk Dakar, quelque chose comme ça. Professeur Diouf, on termine avec vous. Qui pour succéder à Macky Sall, vous qui connaissez, vous qui êtes sénégalais d'origine, vous qui connaissez le Sénégal? Je voudrais revenir rapidement pour expliquer... Allez-y, très rapidement. Ce qui est intéressant, la manière dont on parle... Moi, j'ai été interviewé juste après la déclaration du président. J'ai dit qu'il a pris une décision historique. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais. C'est que ce sont les Sénégalais qui se sont battus et qui sont morts pour qu'ils respectent la Constitution. Et ça, on ne peut pas prendre la victoire des Sénégalais et donner ça à Macky. Ça ne marche pas. Tout à fait. Je veux dire, ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et pour moi qui est importante et qui va effectivement influencer la Côte d'Ivoire, c'est que les Africains ont désormais décidé qu'ils vont se battre pour défendre leur Constitution. Ce n'est plus une question de personne. La Constitution dit ça, nous allons nous battre pour défendre. Et ça, c'est le plus grand succès pour moi des Sénégalais. Et c'est pour ça qu'il a pris une décision historique, mais ce n'est pas lui
qui est à l'origine. Là, il faut quand même laisser aux Sénégalais leur victoire. Il ne faut pas leur prendre... De toutes les façons, professeur, on est d'accord que d'un côté, on estime que Macky a félicité, d'un autre, évidemment, il y en a qui estiment Et la troisième chose, que oui, j'ai été un des premiers Sénégalais à dire que Macky va gagner les élections. Et tout le monde m'a dit... En 2012 on dit le professeur Diouf est devenu fou. Et pour moi, c'était très simple. J'ai dit, parce qu'il fait campagne, les autres sont en train de se battre à Dakar. Je veux dire, et c'était le seul où tous les villages du Sénégal, durant la campagne électorale, avaient la casquette Macky et les t-shirts. C'est pour ça qu'il a gagné. La grande question aujourd'hui, c'est... Qui a le profil de Macky pour remporter? Moi, j'estime que tous les Sénégalais éduqués peuvent diriger le Sénégal. Oui, mais tous les Sénégalais ne sont pas candidats. Non. Quand Macky... Je veux dire, pourquoi les gens pensaient qu'il ne gagnait pas? Parce qu'il était insignifiant. Il a été Premier ministre, mais il avait une chose que les autres ont négligée. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a dirigé des campagnes électorales. Et il a dirigé la campagne de Wade avant que Wade ne le vire. Donc il savait comment le système fonctionne. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, la grande question, c'est d'une part, pour son parti, il a attendu trop longtemps. Pour mettre en avant un dauphin. Et quand il est devenu président, les gens oublient toujours, il a supprimé le poste de Premier ministre. Parce qu'il voulait liquider toutes les têtes qui montaient dans son propre parti. Et il a éliminé tout le monde. Tous ceux dont on disait qu'ils allaient être... Aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir qui va émerger. Deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer avec Benno Bokk Yakaar, sa coalition? Parce que la gauche sénégalaise qui allait avec, s'est discréditée. Et c'est vrai. Et parce qu'on ne sait pas en 8 mois comment il va trouver un candidat qui va être capable de s'imposer. Il est vrai qu'il y a d'autres candidats. Il y a les grands candidats, si vous voulez. Idriss Seck, je ne le compte plus. Je pense qu'il n'a plus d'épaisseur politique. Vous pensez qu'il est dépassé? Non, il est complet. Non, parce qu'il a fait une erreur monumentale. Après l'élection où il est arrivé en deuxième, après Abdoulaye Wade, en 2007, Abdoulaye Wade, 2007, il a 14% des voix. Il est allé s'aplatir devant Wade. C'est ça. Et Wade l'a détruit. Il n'a plus, mais il a perdu sa mairie aux dernières élections. Le cas Ousmane Sonko, alors? Ousmane Sonko, c'est un autre cas. C'est que Ifriqiya a dit. Ousmane Sonko, aujourd'hui, qu'on le veuille. Elle estime qu'il y a un peu de populisme dans... Il a tout. Et il a cette extraordinaire attraction qu'il a sur les jeunes que moi, je ne peux pas expliquer. Mais si. Et il représente ça, personne n'y peut rien. Aujourd'hui, il a des débords avec la justice. C'est aujourd'hui le candidat des jeunes, mais c'est pour ça que chaque fois qu'on a essayé de l'amener au tribunal, il y a eu des émeutes. Toutes les fois, depuis 2 ans et demi. Donc, il va falloir, si les Sénégalais sont prêts ou non, à vivre ces cycles de crise. C'est ça le problème. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée, comme Mandela nous a appris, même si on peut ne pas effectivement être d'accord, que quelquefois, il faut préférer la paix à la justice. D'accord. Merci en tout cas infiniment, professeur Diouf Mamadou, historien, directeur de l'Institut d'études africaines à la Columbia University aux États-Unis d'Amérique, docteur Eddy Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'Université Peleforogon Coulibaly de Korogo. Ifriqiya Kenge, merci d'être venu sur ce plateau. Elle est journaliste congolaise. Mamadou Mahmat Djimtebaï, qui est journaliste fondateur de la plateforme Tchad Info. Professeur Simplice Yodé-Dion, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire. Enfin,
Docteur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant-chercheur à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Rapidement. Analyse politique. Arthur Banga, vous avez 5 secondes. 5 secondes. Pour dire joyeux anniversaire à mon père, que j'aime beaucoup. Ah, joyeux anniversaire au père d'Arthur Banga, à qui nous souhaitons que la prochaine année soit plus heureuse que l'année écoulée. En tout cas, merci d'être venu faire le débat ce soir, messieurs. Merci. On espère vous retrouver. D'autres colloques à Abidjan, professeur Diouf, on vous attend. Si vous êtes de passage à Abidjan, n'hésitez pas à passer sur ce plateau pour édifier nos téléspectateurs. Ifriqiya, Mahmat, merci en tout cas à toutes et à tous. Merci à tous nos téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. Rendez-vous. Vous avez rendez-vous dimanche prochain avec Evelyne Débat. Moi, je vous retrouverai très bientôt. Merci beaucoup. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.